Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Cheikh Aboubacar Beldor Sigué, directeur général des éditions Le Pays. Bonsoir, Monsieur Sigué. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D, obtenu en 1995 au lycée Nelson Mandela, ici à Ouagadougou. Un parcours scolaire peu classique, comme on va le voir, puisque vous avez eu votre BEPC en Côte d'Ivoire. Vous avez fait la seconde C en Côte d'Ivoire, avant de vous retrouver au Nelson Mandela en première D. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours-là, ce va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Donc, je voudrais encore une fois vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez. Pour répondre à votre question, cela a été quelque part lié aux vicissitudes de la vie, imposées par les vicissitudes de la vie. Le fondateur des éditions Le Pays, Monsieur Boulama Jérémy Sigué. Votre papa? Voilà. Donc, il a dû, sous la Révolution, comme vous le savez très bien, il a dû s'exiler en Côte d'Ivoire. Et après avoir subi les affres, quelque part les affres de la Révolution. Il a eu maille à partir avec... Oui, bon, voilà, le CNR. On peut le dire ainsi. Et donc, finalement, il nous a embarqués dans son aventure. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. Et à la fin de la Révolution, c'était, je ne dirais pas en 91, il a vu que toutes les conditions étaient pratiquement réunies pour qu'il rentre au Bercail. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, on est allé en Côte d'Ivoire et qu'on est revenu au Burkina Faso. Est-ce que tout cela ne vous a pas perturbé, vous, en tant que jeune élève? Voilà, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un autre pays, et après, il faut revenir. Est-ce que tout cela ne vous a pas perturbé? Oui, bien sûr que ça m'a perturbé. Les premières années, ça n'a pas été facile, mais l'homme arrive toujours à s'adapter. Donc, je pense que ça a été une très belle expérience pour moi, parce que l'aventure aussi, ça forme quelque part. En tout cas, vous obtenez le bac D, comme je l'ai dit en 95 au Nelson ici, et on vous retrouve encore en Côte d'Ivoire, à l'université, notamment en sociologie. Pour un élève qui a fait le bac D, série scientifique, on s'attendrait plutôt à vous retrouver ailleurs qu'en sociologie. Alors expliquez-nous là également ce qui s'est passé. Bon, je pense que d'abord je suis reparti parce qu'il y avait eu à l'époque des années blanches et l'école était perturbée. Donc j'ai fait l'option de partir en Côte d'Ivoire où en tout cas c'était plus tranquille là-bas. Et pourquoi maintenant la sociologie? Je me suis dit qu'avant tout, c'est vrai que ça paraît atypique pour quelqu'un qui a fait la série D de se retrouver en train de faire la sociologie. Est-ce que c'était votre choix déjà? Oui, c'était mon choix parce que je pense que ça ouvrait un peu sur la culture. Cette filière-là, c'est une filière qui ouvre beaucoup plus sur la culture. Donc je me suis dit que ça me permettrait d'être cultivé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la sociologie. Et maintenant, à la pratique, je me suis dit que pourquoi ne pas faire le métier du papa. Le métier du papa. Voilà. En tout cas, on va y venir, puisque seulement après 2 années de sociologie, vous prenez la direction de Dakar, au Sénégal, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, où vous obtenez votre diplôme d'études supérieures en journalisme option presse écrite. Pour vous, c'était quoi? C'était une passion ou c'était juste pour faire comme le papa? Bon, je voudrais dire que la passion date de bien longtemps, parce que le fondateur, une fois qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a d'abord exercé dans la presse ivoirienne, je pense que la Fraternité Hebdo,
Ensuite, il est parti à Voix d'Afrique, ça c'est à l'international, la presse internationale, puisque c'était un journal panafricain. Donc, c'est là que j'ai un peu eu la passion, parce qu'une fois qu'il rentrait à la maison, il rentrait avec des journaux et on se ruait sur les journaux. Voilà. Donc, il m'arrivait aussi de temps en temps à l'école d'entendre certains dire que le papa a une très belle plume. Donc c'est tout ça qui a suscité un peu la passion. Voilà. Il fallait un peu, on voulait un peu faire un peu comme le papa. Mais est-ce qu'il vous a encouragé dans ce choix? Bien sûr qu'il m'a encouragé. Bien sûr qu'il m'a encouragé. Pour vous, c'était quoi? C'était juste faire comme papa, ou vous pensiez que le journalisme, c'était l'occasion de devenir peut-être une star, pouvoir aussi être connu? Est-ce que c'était ça également en tout cas, qui vous motivait? C'était peut-être les deux à la fois. Les deux à la fois. C'est ça. Et c'était un défi que je voulais relever. Et je sais aussi que le métier de journaliste, c'est quand même un métier noble. C'est un peu comme le métier du juge, n'est-ce pas? En fait, quelque part, par la plume, on peut redresser certains torts. Donc c'est tout ça qui m'a amené à me lancer dans cette aventure. Mais est-ce que vous n'aviez pas peur? Parce que comme vous l'avez dit, vous avez la chance, ou en tout cas, ou la malchance d'être le fils d'eux. Parce que voilà, il y a un chemin que le papa a tracé, il s'est imposé. Est-ce que vous n'avez pas redouté de rester toujours dans l'ombre, voilà, du papa? Parce que quand même la barre a été mise à un niveau qui est très élevé. Bon, je voulais d'abord dire que pour avoir fait une série scientifique, j'ai fait quand même un bac D. Et le bac D, vous êtes pratiquement polyvalent. C'est-à-dire, vous devez être un peu bon un peu partout. Que ce soit en français, je n'étais pas l'élève, j'étais pas un élève médiocre en français. Je trouve aussi qu'en mathématiques et en physique aussi, j'étais assez bien. Donc je me suis dit que bon, c'était un défi qui pouvait être relevé compte tenu de la filière que j'avais faite. En 2002, vous entrez dans la vie professionnelle, journaliste aux éditions Le Pays. Bien sûr, naturellement, l'organe de presse fondé par votre papa. Quelle ambiance de travail déjà dans une entreprise de presse qui appartient à votre père? Quand vous arrivez aux éditions Le Pays, vous étiez en terrain conquis. Bon, est-ce que vous avez un défi? Je ne dirais pas en terrain conquis. Je pense que peut-être que ce qui me caractérise, peut-être ce que les gens disent, c'est que je suis un garçon assez humble. Et je ne veux pas forcément faire de l'ombre à mes collaborateurs. Je les respecte, je les respecte comme tout bon collaborateur. Donc je ne pense pas avoir voulu faire la pluie et le beau temps. Ce n'est pas dans mon style. Je préfère plutôt travailler dans une bonne ambiance avec mes collaborateurs et dire à terrain conquis, il me fallait aussi faire mes preuves, parce que c'est parce que vous donnez l'exemple que vous arrivez à vous faire respecter quelque part. Mais qu'est-ce que vous aviez à prouver? Parce que quelqu'un qui arrive, un jeune journaliste qui arrive, tout de suite, il se sent quand même le devoir de prouver quelque chose. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là quand vous êtes arrivé au journal Le Pays? Bien sûr que j'ai eu ce sentiment d'abord de faire correctement mon travail. J'étais très attaché à la rigueur, parce qu'on m'a inculqué cette valeur-là. Peut-être la petite anecdote, certains diraient que quand il m'arrive de faire une faute toute la journée, je n'en dors pas parce que c'est une faute que je ne me pardonne même pas à moi-même. Mais quel était le discours du fondateur quand vous êtes arrivé dans cet organe-là? Quel était son discours à votre endroit?
Qu'est-ce qu'il vous dit Rassure-toi, tu es chez toi et rien ne peut t'arriver. Non, je ne pense pas que c'est... Non, il me dit d'être correct, de montrer l'exemple, et puis que c'est de cette façon aussi qu'on peut arriver à avoir un certain leadership. Est-ce que vous avez déjà été tensé, par exemple, par le fondateur au détour d'un papier ou quelque chose, en tout cas, d'une imperfection ou d'une coquille Je ne suis pas au-dessus des autres. Si je commets une erreur, il faut bien qu'ils me disent franchement que bon, j'ai commis. Mais est-ce que c'est arrivé? Oui, bon, je suis un homme comme tout autre. Il m'arrive aussi de faire des erreurs. Et l'essentiel, c'est d'apprendre des erreurs et puis d'avancer. Dès 2004, vous êtes secrétaire général adjoint des éditions Le Pays, directeur général adjoint en 2006. Et vous êtes le directeur général depuis février 2010. Le quotidien d'information souffle ses 30 bougies. D'abord, quel est le regard aujourd'hui que vous pouvez jeter sur l'évolution, le parcours de ce journal-là? Effectivement, comme vous le dites, les éditions Le Pays, où Le Pays a été créé le 3 octobre 1991, c'est ce jour-là qu'il a poussé ses premiers cris. Et 30 ans après, on fait le constat qu'il a fait des petits. Je vais parler notamment d'abord d'Évasion, le magazine culturel Évasion, le magazine Santé, Votre Santé, comme son nom l'indique. Et après, nous avons créé la radio Wenpaga qui est basée à Ouibia. Et nous avons aussi un site Actu Burkina. Donc c'est vous dire que, en tout cas, nous pouvons être fiers en tout cas des projets que nous avons, entre nos mains aujourd'hui. Mais je peux dire quand même que l'évolution n'a pas été, en tout cas ça n'a pas été très facile parce que dès les premiers instants de la création, certains avaient, les Cassandres en tout cas prédisaient la mort du pays 6 mois après. Bon, mais je pense que grâce à la rigueur managériale et puis surtout à notre ligne éditoriale, nous arrivons en tout cas à tenir bien la route. Et justement, quelle est cette ligne éditoriale? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la ligne du journal Le Pays? Bon, le journal Le Pays, c'est un quotidien d'information générale et d'analyse, et un quotidien indépendant. Et ça a toujours été notre boussole d'être un journal neutre. Parce que comme le dit souvent le fondateur, on ne fait pas un exil. Après avoir fait l'exil, on ne rentre pas chez soi, créer un journal et le mettre à la disposition de camps politiques. Voilà, il a beaucoup de respect pour ce métier. C'est un journaliste de formation. Il sait ce que c'est que l'éthique, il sait ce que c'est que la déontologie. Et je pense que sa boussole, c'est vraiment critiquer pour avancer. Et c'est d'ailleurs notre boussole comme ça, critiquer pour avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant ces 30 ans, vous estimez que le quotidien Le Pays a toujours été donc neutre, ça veut dire au-dessus des différents clivages? Est-ce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui, vous pensez que c'est un défi que le journal a pu relever? Je le crois. Et à ce propos, vous pourrez demander aux lecteurs. Ils vous donneront un jugement dans ce sens-là, que, en tout cas, ce qu'ils apprécient. Au niveau du journal Le Pays, c'est sa ligne éditoriale qui est restée constante. Certains estiment, par exemple, que le journal Le Pays n'est pas souvent assez critique sur certaines actualités, notamment sur les pouvoirs en place. Ah bon? Ça m'étonne quand même parce que nous avons très souvent pris des positions très tranchées. Je me rappelle le fameux éditorial du fondateur par rapport à l'article 37, qui a quand même fait date. Donc je ne pense pas que nous soyons dans la logique de caresser certains pouvoirs dans le sens du poil. Je pense que
Nous disons ce que nous pensons et nous n'avons pas peur de le dire. Nous le disons, franchement. Pendant le coup d'État, vous avez eu une mésaventure. Ah oui, une mésaventure. Une mésaventure. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Est-ce que vous avez... Moi, j'avoue franchement que je ne sais même pas comment ça arrive. Je n'explique pas cela. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais en train de rentrer chez moi après le travail vers 19h. Et puis bon, c'était sous la transition, le 16 septembre précisément. Le coup d'État, bien sûr, du général Diendéré. Je rentre chez moi et puis bon, en cours de route, il y a des membres du RSP voilà, qui me forcent à m'arrêter et qui me passent à tabac, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas, je n'explique pas parce que... Selon vous, est-ce que vous étiez juste au mauvais endroit, au mauvais moment, ou est-ce qu'il y avait... Jusque-là, je n'arrive pas à trouver une réponse à cette question-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été visé? Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu merci, j'ai eu la vie sauve et je pense que c'est l'essentiel. Et bon, on avance. Vous n'avez jamais pensé que c'était peut-être en lien avec vos activités, en lien avec les prises de position du journal? Peut-être. Peut-être. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, certains également aujourd'hui reprochaient à votre journal de ne pas savoir garder ces journalistes. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui s'aguerrissent, qui s'en vont. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de journalistes sont passés par le journal Le Pays, mais n'y sont pas restés. Bon, d'abord, je commencerai par répondre à cette question en disant que la mobilité de l'emploi, c'est une réalité partout. Vous faites une structure, vous pouvez être tenté d'aller mener l'aventure ailleurs. Et je pense que, d'ailleurs, ceux qui sont partis n'ont pas toujours forcément une dent contre nous. Je sais qu'à l'occasion justement de cet anniversaire, il y a même eu beaucoup de témoignages dans notre édition spéciale que nous avons réalisée. Et des gens qui rendent hommage justement au journal Le Pays, qui a été en tout cas pour eux une véritable école, et qui sont reconnaissants au journal et qui sont surtout reconnaissants au fondateur parce qu'ils ont beaucoup appris de lui. Donc, bon, moi je tiens quand même... Ce n'est pas lié à un problème de management? Oh, je ne crois pas. Un problème de management, peut-être un problème lié au fait que peut-être le fondateur est très à cheval sur l'éthique, mais également sur la rigueur. Peut-être que certains n'aiment pas tellement cette... Et on a souvent entendu dire que au pays, on est très rigoureux. Donc, il n'y a peut-être pas la place pour faire certaines affaires. Peut-être que, bon, tout ça, nous avons entendu dire cela. Sinon, je ne pense pas que le pays soit un organe, soit le dernier des organes. Quand même, les conditions de travail, vous avez vu quand même que nous avons un siège quand même assez respectable. Il y a les conditions de travail qui sont là. Et par rapport aux conditions de vie, je peux dire quand même que nous ne sommes pas non plus les derniers de la place parce que des journalistes, parce que le pays est quand même l'un des rares journaux à appliquer quand même la convention collective. La convention collective est respectée chez vous? Est respectée chez vous. Depuis 2013, la convention collective est appliquée et je tiens aussi à faire remarquer que tout nouvel agent qui arrive au journal Le Pays, et quand il est embauché, il est automatiquement déclaré à la presse. Donc c'est pas partout comme ça, j'imagine. Et donc je pense quand même que le fondateur, comme je l'ai dit, qui a un profond respect du journalisme, qui a été un pur produit, qui ne sait faire que ça. Et je pense que c'est vraiment important pour lui de mettre les journalistes dans de bonnes conditions de travail. Quels sont les défis aujourd'hui, au moment où vous soufflez les 30 bougies, quels sont les défis, selon vous, pour le journal? Bon, les défis,
Je pense, pour le journal en tout cas, je crois que nous allons consolider l'existant. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Nous avons eu à faire du chemin. Et dans ce sens-là, il faut savoir maintenir, garder le cap. Mais en dehors du pays, et pour parler de façon plus générale, je pense que le défi qui se présente à la presse, c'est d'abord le défi de la formation, du professionnalisme, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, la presse burkinabé est une presse respectée. Dans la sous-région, en tout cas, c'est une presse très respectée. Et c'est pas pour rien que, en matière de liberté de presse, d'ailleurs, on est classé premier. On est classé premier parmi les pays francophones. On va y revenir, monsieur le directeur général. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le pays a atteint sa maturité, ou pour vous, il y a encore une marge de croissance? Il faut éviter le triomphalisme. Je pense que c'est un acquis, comme je l'ai dit. Il y a des acquis qui sont là, il faut les considérer. Il ne faut pas dévier. Il faut toujours tendre vers l'excellence. On ne peut pas dire que on peut pas dire que c'est le summum, mais il faut toujours travailler à améliorer les choses. Et justement, comme je le disais, par rapport au défi, c'est vrai que la presse, dans l'ensemble, on a une très bonne tenue. Mais bon, il reste qu'il y a parfois quelques sorties de route. Donc je pense que la formation est toujours nécessaire. C'est très important. Très important. Il y a eu cette explosion du paysage médiatique, surtout après l'insurrection. On a vu beaucoup de nouveaux titres voir le jour. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose d'abord? La diversité du paysage médiatique, quelque part, ça contribue en tout cas à l'éveil des consciences, ça contribue à renforcer en tout cas la démocratie, ça contribue au débat démocratique, mais quelque part, je pense que ceux qui seront les plus rigoureux vont rester. C'est une question de sélection naturelle. Pour vous, est-ce qu'il faut laisser justement la sélection naturelle se faire, ou est-ce qu'il faut réguler? Parce qu'à l'époque, certains acteurs du monde de la presse estimaient que on a un marché, ou en tout cas un contexte qui ne peut pas permettre à tous ces organes-là de survivre. Et certains proposaient carrément qu'on limite, qu'on essaie de voir pour que ça ne pousse pas comme des boutiques. Bon, je ne partage pas trop ce point de vue-là. Je pense que nous sommes dans un régime libéral en ce qui concerne les médias. Il faut laisser les choses, il faut laisser les gens faire ceux qui auront la chance de demeurer, de demeurer. Ça ne vous gêne pas? Il y a aussi le boom des réseaux sociaux. Voilà, certains, à une certaine époque, avaient prédit avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec Internet, certains avaient dit que la presse écrite allait disparaître, même pour ceux qui sont allés à l'extrême. Aujourd'hui, comment vous prenez cette menace-là? Au-delà d'être une menace, que ce sont des opportunités qui s'offrent à la presse, parce que je pense que tous les médias aujourd'hui, pratiquement tous les médias ont leur plateforme. Et ce qui permet justement à ces médias-là d'être relayés à l'international. Vous écoutez la revue de presse des RFI tous les jours. C'est une opportunité. C'est un modèle économique aussi. Je veux dire que ça innove un peu le modèle économique. Et ça peut être un plus en termes de modèle économique pour les différents organes de presse. Mais là, justement, qui ont la plateforme. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment... Je pense que la presse écrite ne peut pas disparaître en tant que telle, parce qu'il y a des gens qui sont très attachés aux médias traditionnels, parce que là-bas, quand même, pour les médias rigoureux, il y a une certaine éthique, une certaine déontologie à respecter, ce qu'on ne voit pas forcément au niveau
des réseaux sociaux où tout le monde s'improvise journaliste, tout le monde raconte n'importe quoi, alors que ce n'est pas le cas. Mais est-ce que ça ne menace pas le métier de journaliste aujourd'hui? Parce qu'effectivement, oui. tout le monde est devenu journaliste. Oui. Et vous voyez par exemple certains qui sont sur les réseaux sociaux qui sont suivis par des milliers, 10 000 ou je ne sais combien. Et aujourd'hui, ils sont les concurrents, ou en tout cas ils le voient ainsi, ils se prennent sur le même pied pratiquement que les organes de presse ou les journalistes professionnels. Bon, sauf que là, bon, on peut parfois douter de la crédibilité de ce qui est livré comme information. Et je pense que pour ceux qui, en tout cas, qui sont attachés, en tout cas à la qualité de l'information, je pense que ces gens-là, en tout cas, restent toujours attachés à ces médias traditionnels. Même si c'est vrai, ça peut constituer une menace. Effectivement, il y a des gens qui peuvent se lever le matin, ils lisent les réseaux sociaux, ils se contentent de cette information-là. Mais je pense que c'est mieux d'encore d'aller à la source, quoi, quelque part. Facebook aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la plupart des gens même des ministres et autres, redoutent davantage Facebook que le journal Le Pays, par exemple, parce que c'est le lieu du buzz. On a l'impression que l'opinion aujourd'hui se forme sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas particulièrement. Aujourd'hui, faut-il réguler Facebook, par exemple, au Burkina, quand vous regardez ce qui s'y passe? Je pense qu'il faut réguler Facebook parce que, quelque part, on voit n'importe quoi sur Facebook. Parfois des informations erronées, parfois même c'est diffamatoire. Et ou raconter la vie de quelqu'un sur Facebook, c'est pas toujours agréable à voir. Donc je pense effectivement qu'il faut aller vers une régulation, en tout cas, sans forcément prôner en tout cas le radicalisme. Je sais que par exemple qu'un pays comme la Chine, Facebook est pratiquement interdit là-bas. Bon, c'est pas de cela que je veux pas de cela, mais quand même qu'on essaie un peu de mettre un peu d'ordre. Pour le moment, vous pensez que ce n'est pas le cas? Peut-être pas. Pour le moment, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours, certainement, mais pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Parce qu'on a vu quelques activistes ou quelques citoyens qui ont été poursuivis, certains ont même été condamnés pour des dérives sur Facebook. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça aussi la solution, que la justice fasse son travail plutôt que de faire le policier sur Facebook? Peut-être qu'il faudra, peut-être faudra-t-il s'acheminer vers là aussi pour dissuader en tout cas certaines personnes qui seraient animées de mauvaises intentions, en tout cas de s'adonner à leur sport favori qui est la diffamation et autres dérives sur Facebook. Aujourd'hui, beaucoup estiment que le plus gros défi pour les médias burkinabés, la survie des médias, c'est surtout le défi économique. Parce que, en tout cas, l'assiette ou le gâteau publicitaire, comme on le dit couramment, il n'est pas extensible, il n'est pas très volumineux. Comment se porte sur ce plan-là le journal Le Pays? On aurait souhaité que le gâteau soit encore plus gros, parce que quand vous faites la comparaison avec certains pays, comme la Côte d'Ivoire, en tout cas en matière de publicité, je pense que c'est quand même le jour et la nuit. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, mais bon, notre souhait en tout cas est que il y ait encore plus de marché publicitaire encore soit l'offre en tout soit plus grande sur le marché publicitaire. Sinon, je ne peux pas dire qu'on est satisfait, mais bon, on fait déjà avec ce qu'on a. Mais l'entreprise est rentable? Rentable, bon, il faut relativiser les choses. J'aurais souhaité que le pays soit encore soit comparé à des grands journaux, à des grands journaux comme, je ne sais pas, en tout cas des gens que le pays soit aussi grand que des gens qui sont bien posés en termes financiers.
Le tirage aujourd'hui? Non, je me permettais de ne pas en parler parce que ça, c'est purement... C'est un secret. C'est quelquefois... Bon, pas qu'un... Mais il est satisfaisant? Oui, bon, je peux dire qu'il est assez satisfaisant, mais je ne veux pas tellement entrer dans ces détails-là. Voilà. Monsieur le directeur général, on comprend qu'on n'en apprendra pas davantage. Alors aujourd'hui, il y a aussi cette question de la subvention des fonds publics à la presse privée de façon générale. Certains de vos collègues patrons de presse critiquent en tout cas la manière dont les choses sont faites aujourd'hui. Vous, quelle est la lecture que vous en avez? On a le fonds d'appui à la presse privée, on a les subventions. Bon, à ce niveau, il faut saluer le volontarisme, la détermination quelque part du nouveau ministre de la Communication qui, dès sa prise de fonction, en tout cas, a rencontré les différents patrons de presse, il a rencontré les structures professionnelles pour débattre en tout cas des difficultés que rencontre la presse. Et il y a eu un comité même qui a été mis en place et qui a pu faire un peu le tour des problèmes rencontrés par la presse. Et je pense que en tout cas, le Premier ministre en a pris bonne note. Et je pense que dans les prochains jours, en tout cas, quelque chose sera fait. Et je souligne par ailleurs que je pense qu'en octobre prochain, il y aura une concertation entre le chef de l'État et les différents organes de presse. Ce sera une concertation, une rencontre avec en tout cas les médias. Et tous ces problèmes-là seront évoqués et puis peut-être éventuellement on pourra trouver des solutions. Vous parlez de quel problème? Les problèmes de la presse sont... bon, pour ce qui concerne la presse écrite, bon, je ne voudrais pas m'aventurer sur un domaine que je ne connais pas, qui est l'audiovisuel, mais en tout cas pour ce qui est de la presse écrite, les problèmes on les connaît, hein, c'est les problèmes d'impression. Vous savez que l'impression, en tout cas au Burkina, ça coûte très cher. Et nous avons plaidé pour une rotative qui jusque-là n'a pas encore vu le jour, parce que c'est un gros problème pour en tout cas les médias de presse écrite. Nous n'avons que pratiquement une seule rotative dans tout le Burkina et qui appartient à un privé. Peut-être qu'il faudra penser à aller vers la multiplication à travailler ce qu'il y a plus de rotatives, comme un peu ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, où il y a au moins 2 ou 3 rotatives. Donc ça permettra en tout cas à la presse de souffler un peu parce que ça coûte bonbon en tout cas à la presse. Alors, monsieur le directeur général, là c'est la situation générale, mais aujourd'hui quand on parle des subventions, pour vous, qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui dans cette politique de subvention de la presse privée? Bon, je pense qu'il faudra peut-être déjà commencer par revoir l'enveloppe allouée à ces médias-là, parce que je pense que c'est de l'ordre de 400 millions. 400 millions. Et quand on fait la comparaison avec d'autres pays, je pense qu'ils sont à peu près à plus d'1 milliard. Donc vous voyez un peu que quand vous faites la comparaison, en tout cas, c'est pas très très fameux. Certains voilà. Aussi estiment que bon, vous êtes des privés, vous faites des affaires, c'est des entreprises privées. C'est des entreprises privées, mais c'est vrai que c'est des entreprises de presse, mais il y a quand même il y a la spécificité en tout cas de ces entreprises-là. Pour vous aujourd'hui, au-delà de la cagnotte, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut changer? Par exemple, la répartition. Quand vous partez et que vous voyez ce qu'on donne au pays... Oui, c'est ça, oui. Parce que bon, je pense que là aussi, là effectivement, il y a des efforts à faire. Parce que vous ne pouvez pas mettre sur le même pied un organe qui emploie beaucoup d'argent
et un organe qui apporte très peu d'argent. Vous ne pouvez pas mettre sur le même pied un organe qui systématiquement déclare ces argents-là à la caisse. Et des gens aussi qui driment un peu avec ça. Donc je pense quand même qu'il faut justement tenir compte de tous ces aspects-là pour encourager justement ces médias-là, parce que quelque part aussi, c'est des emplois aussi qu'ils offrent. Donc il faudra... Mais il y a aussi cette possibilité aujourd'hui d'accéder aussi à des prêts. Oui, il y a cette possibilité d'accéder à des prêts, sauf que, bon, certains trouvent que ce n'est pas très attrayant parce que le taux est assez, n'est pas à leur convenance. Je souhaiterais qu'on revoie un peu le taux. Mais c'est mieux que d'aller en banque déjà. Peut-être oui. Peut-être oui. Vous n'avez pas encore eu recours à ces... Non, nous n'avons pas encore eu recours. On essaie de fonctionner avec nos propres moyens. C'est pour ça que je disais que les éditions Les Pays sont riches. Ah non, je ne pourrais pas en dire autant. Je ne pourrais pas en dire autant parce que je pense quand même qu'il y a des... nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Alors vous aviez évoqué la nécessité de la formation aujourd'hui. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur le niveau de professionnalisme des journalistes burkinabés, de façon générale? Bon, je pense que de façon générale, comme je l'ai dit, dans l'ensemble en tout cas, je pense que nous avons une presse très critique. Nous avons une presse, nous avons une presse qui n'est pas, c'est pas des médias, c'est pas des médias de caniveau. C'est pas une presse va-t-en-guerre. C'est quand même, dans l'ensemble, c'est une presse assez responsable. Maintenant, pour ce qui est de la formation, bon, je regrette un peu souvent le fait que parfois, ce qu'on voit dans les rédactions, le principe de la pyramide renversée n'est pas toujours respecté. Ce sont des valeurs quand même qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. Il y a certaines choses qui ne sont pas toujours respectées, qui ne font pas honneur justement à la qualité. Il y a aussi cette question de la liberté de la presse. Vous l'avez dit, le Burkina Faso est un bon élève en la matière. Les journalistes bénéficient quand même d'une manière générale et de façon unanime, les gens le reconnaissent, d'un climat de liberté qui est assez bien comparé même à certaines démocraties occidentales. Certains trouvent d'ailleurs qu'on est trop libre au Burkina. Est-ce que c'est votre point de vue? Trouver qu'on est trop libre au Burkina, c'est sûr que dans les rédactions, on n'écrira pas sous la dictée par exemple d'un régime. Je pense même que pour ce qui est de la TNB, vous avez quand même suffisamment de marge de manœuvre. Cela dit, je pense que c'est une question la question de la responsabilité sociale est importante ici. C'est-à-dire qu'il nous revient à nous-mêmes de nous montrer assez responsables, de voir un peu la portée quand on écrit quelque chose, quel peut être l'impact sur... parce que nous sommes quand même... nous formons quand même une certaine opinion. Donc il faut que nous mesurions en tout cas notre responsabilité. Dans le contexte de la lutte contre l'insécurité, on a vu d'ailleurs entre-temps l'adoption de cette loi qui punit en tout cas la démoralisation de la troupe et un certain nombre de mesures qui avaient été considérées comme un recul par les organisations des journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que sur cette question, effectivement, les journalistes oublient qu'ils sont des Burkinabés? En fait, une fois de plus, je reviens à la notion de la responsabilité sociale du journaliste. Parce que je pense qu'il n'est pas glorieux qu'un journaliste donne le sentiment qu'il fait l'apologie du terrorisme quelque part. Et je pense qu'il faut toujours... Est-ce qu'il faut chanter les louanges de l'armée? Je n'ai pas dit qu'il faut chanter les louanges de l'armée, mais je fais le constat aussi que bon,
certains ont la propension de ne pas encourager tout le travail qui est fait par les forces de défense et de sécurité. Et ces hommes de terrain qui, au sacrifice de leur vie, en tout cas, combattent le terrorisme. Et je pense que nous leur devons ça. Nous devons, en tout cas, nous devons de les accompagner, parce que je pense que nous sommes tous des enfants de ce pays-là. Et si le pays, si ça ne va pas, si nous sommes embarqués dans le même bateau, donc il faut vraiment travailler à ce que nous soyons solidaires, en tout cas, de l'action de ces forces de défense et de sécurité. Voilà. Justement, on va évoquer la question sécuritaire dans les points d'actualité. Cette semaine encore, on a perdu 5 soldats à Mentao. Voilà un convoi, un véhicule dans le convoi donc, qui a sauté sur une mine. D'une manière générale, comment déjà en tant que citoyen vous vivez cette situation sécuritaire? Bon, comme tout citoyen, je pense que ce phénomène terroriste, en tout cas, il est là depuis 2015. Janvier 2015, les premières attaques. Les premières attaques. Nous avons les mêmes frayeurs. C'est vrai que dans la capitale ici, on ne ressent pas peut-être au même degré. Hein, on ne ressent pas les choses au même degré que ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui subissent tout le temps les affres, en tout cas, du terrorisme. Donc, comme tout citoyen, bon, nous vivons quelque part dans la peur, mais je pense qu'avec tous les efforts, en tout cas, faits par les forces de défense et de sécurité, je crois, en tout cas, je prie pour qu'un jour on sorte de cette situation-là le plus rapidement possible. Est-ce que vous voyez du positif dans l'évolution de ce combat contre l'insécurité? Oui, je pense qu'il y a quand même une évolution positive, parce que quelque part, je pense quand même que les terroristes ne peuvent plus agir comme ils le faisaient il y a quelques années. Maintenant, ils s'en prennent même aux cibles molles. Ils s'en prennent beaucoup plus aux cibles molles et ils évitent un peu d'avoir affaire directement à faire. C'est pour dire que quelque part aussi, les FDS se sont adaptés au terrain et que, bon, ils ont quelque part aussi peur, quelque part. Donc je pense quand même que quelque part, les choses ont évolué parce que, en tout cas, un effort a été fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi faire, au-delà de la réponse sécuritaire, la réponse militaire, est-ce qu'il ne faut pas miser davantage sur d'autres leviers? Bon, d'autres leviers, bon. Parce que le terreau favorable, c'est, on l'a toujours dit, c'est les crises intercommunautaires, c'est aussi la pauvreté. La pauvreté. Peut-être certainement la pauvreté surtout, parce que il y a des zones reculées où on a l'impression que vraiment ces gens sont pratiquement abandonnés. Je pense que là aussi il y a un effort qui a été fait, mais je pense que ce n'est pas, c'est peut-être il faut encore redoubler d'efforts pour que ces populations-là qui se sentent vraiment abandonnées là aient l'impression en tout cas qu'on tient compte de leurs aspirations aussi. Je pense qu'il y a un effort aussi qui est à faire à ce moment. Alors, monsieur le directeur général, il y a aussi cette révélation d'un vaste réseau de trafic de carburant. Tout est parti de la SEE. Il y a déjà eu des interpellations avec, en tout cas, des ramifications, peut-être qu'on n'a pas encore fini de découvrir. Comment déjà vous avez accueilli cette nouvelle du démantèlement de ces réseaux? En tout cas, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, mais, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont prêts à dîner avec le diable. Et ça traduit quelque part tout l'affaissement moral qui est pris actuellement au Burkina Faso. Des gens qui sont capables
Mais tout en respectant la présomption d'innocence, hein, je me dis quand même que ces gens-là quand même ont été capables de manger d'un pain qu'ils ne devraient pas manger. Et ce n'est vraiment pas à leur honneur. Mais je me réjouis justement que la justice se soit saisie de l'affaire. Et je pense que les enquêtes sont en cours. Et en plus de cela, il y a l'Assemblée nationale. Vous avez suivi un peu les propos du président de l'Assemblée nationale. C'est Bala Alassane Sakandé. Voilà, Bala Alassane Sakandé. Qui dit que pratiquement l'Assemblée en fera son affaire. Donc je me réjouis en tout cas qu'ils aient pris l'affaire très au sérieux. Et mon souhait est que si effectivement ces gens-là sont reconnus coupables, qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfait. Certains analystes estiment que ce n'est que peut-être la partie visible d'un iceberg, parce qu'au-delà du carburant, les terroristes prospèrent grâce à... Parce qu'il faut bien s'approvisionner, il faut avoir des munitions, il faut avoir des armes, il faut avoir du carburant, il faut avoir des motos. Voilà, est-ce que tout cela ne dénote pas qu'aujourd'hui, il faut davantage mettre l'accent sur les sources d'approvisionnement et de financement du terrorisme? Bien sûr, je pense que c'est le principal défi que les autorités devraient relever, en tout cas assécher en tout cas les sources de financement du terrorisme. Et je pense que en tout cas s'ils parviennent à cela, ils réduiront considérablement la voilure des terroristes. Le congrès du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir, qui vient de se tenir et qui a été marqué. Le point d'orgue a été bien sûr le passage de témoin entre le président sortant, M. Simon Compaoré, et M. Alassane Bala Sakandé, nouveau président donc, du MPP. Certains prédisaient avant la tenue de ce congrès-là, en tout cas que c'était le congrès de tous les dangers, parce que 2025 est en ligne de mire, le président Roch Kaboré ne sera plus candidat. Ce que certains voyaient déjà la guerre des ambitions, voilà, à ce congrès. Je voudrais d'abord commencer par saluer ce passage de témoins qui marque, qui est la preuve quand même que l'alternance aussi est possible au sommet du MPP. Et je crois quand même que c'est tout à l'honneur du président sortant, même si quelque part on sait qu'il aura un rôle honorifique puisqu'il est président d'honneur. Le président d'honneur. Le président d'honneur du MPP. Et je voudrais aussi, pour ce qui concerne M. Bala Sakandé, je pense quand même que on reconnaît en lui la qualité de rassembleur. Et je pense que pour aller à l'abordage des défis qui se présentent... C'est un changement de génération aussi. C'est un changement de génération, toute chose qu'il faut saluer. Et donc je pense quand même que l'essentiel en tout cas c'est de... Je pense qu'il mesure en tout cas tous les enjeux et il va en tout cas travailler en tout cas à l'union, à ce que le parti soit soudé dans la perspective justement de 2025. Est-ce que vous pensez que ça va être un long fleuve tranquille pour ce parti jusqu'en 2025? Je ne saurais le prédire, mais je pense que ils trouveront les moyens en tout cas de ne pas étaler en tout cas leur linge à la famille. Je pense qu'ils vont les contradictions, les frustrations internes, je pense qu'ils devraient pouvoir les gérer en interne. Et je pense que grâce au leadership certainement du président, les choses pourraient aller, en tout cas, les choses pourraient bien se passer. Voilà. Mais au-delà de ça, ce que je constate aussi, c'est que c'est vrai que c'est un parti fort aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir. Et ce que je constate malheureusement, c'est que quelque part, il y a beaucoup de partis qui convergent vers le MPP. Et moi, ma crainte quelque part, c'est qu'on en arrive à une sorte d'unanimisme. Unanimisme politique, qu'il n'y ait pas d'opposition. Qu'il n'y ait pas d'opposition.
parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la démocratie, en tout cas, que nous ayons un parti d'opposition faible, affaibli. Ce n'est pas dans l'intérêt de la démocratie. On a vu les conséquences ailleurs, je pense au Mali, avec ATT, le président qui a été chassé pratiquement du pouvoir, parce que dans ce genre dynamisme-là, on développe un certain nombre d'États qu'il est difficile après de corriger. Et parfois, c'est trop tard. Pour vous aujourd'hui, est-ce que Bala Alassane Sakandé, il était déjà le dauphin constitutionnel? Pour vous désormais, est-ce que pour vous c'est devenu le dauphin naturel? Bon, je pense que là, le parti a été un peu plus clair, parce que le parti a dit que c'est pas parce qu'il est président du NPP qu'il porte là les couleurs du parti à la présidentielle. Mais bon, c'était effectivement voir en lui le dauphin naturel de M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui ne se présentera plus. Et on attend de voir, mais bon, quelque part, certains disent effectivement que c'est une façon de le mettre le pied à l'étrier. Et bon, on attend de voir ce qui va se passer d'ici là. Le Mali, bras de fer entre Paris et Bamako, autour donc de l'arrivée annoncée du groupe paramilitaire russe Wagner. Le Premier ministre malien qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, accuse la France d'abandon. Coup de colère du président Macron, le président français, qui parle de honte et qui estime que le régime malien manque de légitimité, et le Premier ministre et bien sûr l'ensemble de la junte au pouvoir. Alors quelle est la lecture que vous avez de cette montée de tension entre les deux pays? En fait, moi, je commencerai par regretter les propos de Choguel Maïga à la tribune de l'Assemblée des Nations Unies. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Parce que là, il engage un bras de fer contre la France, qui a quand même beaucoup fait pour le Mali. Et cette sortie intervient au lendemain justement de la mort d'un soldat français sur le théâtre des opérations. C'est le 52e soldat français tué au front. Et quelque part, je pense que ça fait un peu... ça fait pas très élégant. Je pense qu'il aurait pu peut-être demander qu'on revoie le mandat peut-être de l'aménagement, mais dire par exemple que la France a abandonné le Mali en plein vol. Moi, je partage pas totalement ce point de vue, d'autant que justement, il y a un soldat français qui est mort la veille de la déclaration. Mais est-ce que vous ne comprenez pas aussi la colère du Premier ministre malien? La France est engagée dans ce combat depuis longtemps, oui. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que le terrorisme est loin de reculer au Mali. La problématique du Nord Mali, Kidal et tout ça, c'est une grosse équation. Aujourd'hui, les dirigeants du Mali estiment que peut-être il est temps d'essayer autre chose. C'est vrai, c'est la fin de l'opération Barkhane, mais ce n'est pas pour autant le départ des troupes françaises. Parce que je crois quand même qu'il y a la moitié des soldats, c'est juste un redéploiement. Il y a la moitié des soldats qui restent là. Mais je pense que ça participe beaucoup plus d'une action de diversion. Moi, en tout cas, je crois que quelque part, la priorité, ce n'est pas de s'acharner sur la France. La priorité, quelque part, c'est de tenir ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des institutions, des organisations régionales, comme la CEDEAO. Et je pense que les autorités devraient s'attacher justement à respecter leurs engagements qu'ils ont pris. Tenir les élections en février? Tenir les élections en février. En tout cas, même si ce n'est pas en février, ne pas donner l'impression qu'on crée de la diversion pour s'éterniser. Pour s'éterniser aux affaires.
c'est vrai que quelque part, on peut avoir l'impression que Choguel Maïga, après ça, je ne sais pas, il peut plus, je ne pense pas que c'est pratiquement fini pour lui après ça. Il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas être candidat. Donc, il va tout faire quelque part pour... Mais ils ont l'opinion avec eux au Mali. Mais je n'en suis pas sûr parce que en même temps, on a vu des voix discordantes qui se sont récemment élevées pour dire que quelque part leur intention manifeste, c'est vraiment de s'éterniser au pouvoir, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour finir, monsieur le directeur général, il y a cette question des coups d'État qu'on pensait relever d'une histoire, relever du passé, dans la sous-région notamment. On a vu bien sûr le Mali, on a vu le Tchad, et plus récemment la Guinée. Ça quand même, ça montre que on a encore du chemin à faire. Comment on peut expliquer qu'en 2021, on en soit encore des prises de pouvoir par les armes? Il faut commencer par se demander pourquoi une prise du pouvoir par les armes. Parce que quelque part, est-ce qu'on ne crée pas le lit de ces coups d'État? Et quand vous voyez que des chefs d'État qui arrivent au pouvoir pour, en principe, 2 mandats, arrivent à opérer des coups d'État constitutionnels, et je pense que quelque part, ça crée un certain nombre de frustrations. Et pour prendre le cas de la Guinée, non seulement il a été autiste, aux appels en tout cas de certains de ses pairs, je pense par exemple au président nigérien, Mamadou Issoufou, et on sentait manifestement qu'il était prêt à enjamber des cadavres pour se maintenir au pouvoir. Et quand c'est comme ça... Vous pensez qu'il n'a eu que ce qu'il mérite? Voilà, quelque part, moi j'ai envie de dire qu'il n'a eu que ce qu'il mérite parce que voilà, l'armée a pris ses responsabilités. Ce n'est pas que j'encourage les coups d'État, mais je pense quand même qu'il faut travailler pour éviter ces coups d'État-là. Il faut travailler à améliorer la gouvernance politique dans nos États. Et quelque part aussi, je peux adresser une pique justement aux organisations comme la CEDEAO, qui ne sont pas toujours promptes à dénoncer en amont les coups d'État constitutionnels, mais ces organisations sont prêtes justement à condamner les coups d'État. les coups d'État. Voilà, ça, ce n'est pas bon. Et je pense même qu'il faudra qu'on remette au goût du jour la nécessité, en tout cas, du respect. Je parle de la CEDEAO, du respect, en tout cas, des 2 mandats, du principe des 2 mandats. Ça va être le mot de la fin. En tout cas, notre émission tire à sa fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. On appelle Madame, Monsieur, l'invité ce soir est bien Monsieur Cheikh Aboubakar Beldor Sigué, directeur général des éditions Le Pays. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Pour se conformer à la loi et après le